On est de retour dans les montagnes russes cette semaine pour la Roca Team. Une large victoire record en Euroleague contre l'Asvel et puis une défaite hier soir en Betclic Elite à domicile contre Bourg-en-Bresse. On débriefe tout ça dans quelques instants. Aujourd'hui, nous retournons à Belgrade, à l'Étoile Rouge, pour prendre des nouvelles de Sacha Obradovic. L'ancien coach de la Roca Team est revenu sur son départ de la Principauté, mais aussi sur ses ambitions du côté de Belgrade. Entretien à suivre dans Rocasphère. Cette semaine, Monaco rejoue à Gaston Médecin en Euroleague. Près d'un mois après la réception du Panathinaïkos, Monaco affrontera l'Anadolu Efes Istanbul mercredi. Une équipe décimée par les blessures et par conséquent en crise de résultats. C'est lundi, il est 19h35 et comme tous les lundis à 19h35, on parle basket sur TV Monaco dans Rocasphère, votre rendez-vous Roca Team, basket, actualité tout autour de l'équipe de l'ASM Basket. Et avec moi aujourd'hui, mon deux majeurs, on est passé de 4 à 3 cette semaine avec Yoann Cherami et Ben Monclar. Comment ça va les amis ? En pleine forme. Pareil, tout va bien, salut les copains, content d'être avec vous. On a passé le week-end ensemble avec Ben, samedi dans sa match, on se retrouve lundi. Voilà. C'est cool. On a remporté ce quiz haut la main. Ouais, c'est vrai. 2-1. Voilà, et puis on a passé en partie ensemble aussi pendant la semaine, puisqu'on a été voir cette magnifique victoire des Sharks d'Antibes en compagnie de Quentin Rodas et de Laurent Ciara. On se quitte plus. On se quitte plus, Ben, c'est vrai. On passe notre vie ensemble. Allez, c'est parti, on démarre l'émission, les amis. Allez, c'est parti avec les vannes. On revient donc sur cette semaine de la Roca Team. On le rappelle, une victoire record d'abord de plus 32 sur le parquet de l'Asvel. Et puis cette défaite hier en championnat contre le Bourg-en-Bresse de Frédéric Fautoux. Les amis, quelles sont vos notes ? On va commencer avec la plus basse. À toi, Yoann. Je vais être un petit peu piquant, en tout cas un petit peu plus que vous. Moi, j'ai choisi de mettre un 4,5. Je suis moyennement satisfait par cette semaine. Tu mets une rouste en Euroleague, mais bon, il n'y avait rien en face. Je trouve que l'Asvel, ça a été un non-match malheureusement. Alors oui, tu termines avec 32 points sur cette équipe, c'est un record. Il y a cette série de 8-0 face à l'Asvel. Mais voilà, il n'y a pas eu d'adversité, on n'a pas eu un match de niveau d'Euroleague, donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Et puis hier, en Betclic Elite, tu avais l'occasion de reprendre la tête, tu avais l'occasion de frapper un grand coup chez toi, à domicile. Tu avais le match en main, tu menais 52-44 à la mi-temps, et puis tu te fais attraper dans le Money Time dans les dernières minutes. On va avoir le temps de décortiquer cette rencontre-là, mais voilà, je suis un petit peu déçu du match en Euroleague. C'est certes une très très belle victoire, mais il n'y a pas eu d'adversité. Et puis hier, tu rates le coche, l'occasion de prendre la tête de la Betclic Elite. Donc pour moi, c'est une semaine qui est à mon goût insuffisante. Ok, un peu en dessous de la moyenne pour Yoann. Pour toi, Ben. Juste au-dessus, j'ai mis 5,5. Alors je souscris à tout ce qui a été dit. Après, moi, j'ai quand même mis le pas sur cette victoire en Euroleague. Voilà, 32 points à l'Asvel. On avait demandé une réaction, on avait demandé la manière. Alors, ça n'a pas été le match de l'année, loin de là. Ça a été même un match limite presque, on va le dire, hein, c'était une purge. Mais ça a été gagné dans les grandes largeurs. Alors après, oui, il y a cette défaite hier, c'est pour ça que 5,5. Mais j'ai trouvé le match hier très intéressant. Et Bourg-en-Bresse, ça fait un super match. Ils ont fait un match de traînard. Ils sont restés entre 12 et 4 points tout ce match. Et Monaco s'est fait piéger sur cette fin de match avec des gros tirs que Bourg-en-Bresse a su mettre. Alors oui, eux, ils les ont pas mis, ils n'ont pas été sérieux. Mais quand même, l'objectif de cette semaine, c'était de remettre la marche en avant en Euroleague, d'où juste au-dessus de la moyenne. La rédaction des sports de TV Monaco a été un petit peu plus généreuse avec une moyenne de 5,7 accordée à cette semaine de la Roca Team, ce qui nous donne donc pour Rocasphère une moyenne de 5,2, je vais y arriver, avec donc pour cette semaine de Monaco, on est juste au-dessus de la moyenne, mais si on va revenir sur ces rencontres donc de cette semaine, on va commencer avec comme d'habitude l'actu la plus chaude avec la Betclic Elite, cette défaite hier de Monaco à domicile contre Bourg-en-Bresse avec malheureusement une fin de match et notamment un quatrième quart-temps à oublier pour Monaco où ils se sont fait marcher dessus par la JLB en dehors peut-être d'un très gros Elio Kobo, Ben. Oui, exactement. Mais les 3 premiers cartons ont été très bons de cette équipe de Monaco. Moi, je trouvais qu'ils ont été vraiment sérieux. On a vu un Nicolas Mirotic impliqué. On a eu des joueurs qui jouent un petit peu moins, qui ont joué, qui ont fait ce qu'il fallait. Elio Kobo a été énorme. Il a mis des shoots absolument incroyables. Il était à son meilleur niveau, on va le dire comme ça.
J'ai beaucoup aimé l'apport de Yohan Makoundou dans son physique. Et après, il y a eu ce 4e quart-temps. Voilà, Bourg-en-Bresse, ils ont mis des shoots incroyables. Commence avec un 9-0 le Oui, carton. oui, mais ils ont pris confiance, ils ont mis des énormes shoots. Adam Mokoka, c'est un joueur quand même top niveau. Il a quand même fait de la NBA, des clubs en Europe. Et c'est lui qui vient mettre ce shoot à la dernière seconde, mais il fait un match incroyable aussi. Petit meneur de jeu, pareil, il met des gros shoots. Donc voilà, ils perdent ce match, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Alors c'est du championnat, on sait que souvent ça appuie un peu moins fort sur la pédale d'accélération pour cette équipe de Monaco. Ils se sont fait piéger, mais je trouve que pendant 3 quarts temps, ça a été très sérieux et Bourg a fait un excellent match. Ouais, moi, je suis un petit peu plus dur, mais honnêtement, je souscris à tout ce que tu dis. C'est juste que le constat de ce match, c'est que tu es à la 5e place du championnat. Maintenant, tu mets fin à une série de 6 victoires consécutives en championnat. Donc voilà, il y a cette dynamique qui est cassée. Et puis, j'ai du mal avec, encore une fois, on y revient semaine après semaine, mais à lire cette équipe parce qu'ils avaient la main mise sur cette rencontre. Les 3 quarts temps sont vraiment qualitatifs. Ils ont fait un match sérieux, honnêtement. Et puis ça s'est délité dans les dernières minutes. Il y a effectivement ce run en début de quart-temps qui permet de redonner un petit peu confiance à Bourg-en-Bresse. Mais je trouve que Monaco avait les cartes en main et ils se sont un petit peu, ils se sont fait avoir. Je sais que Laurent Sierra a l'habitude de dire que Monaco est son propre ennemi. Ben on l'a encore vu, hein, je trouve, hier en championnat. On va avoir l'occasion de parler de l'Asvel juste après. Mais pour rester vraiment sur la Betclic Elite, quand tu as l'occasion chez toi à domicile de prendre la tête du championnat et que tu manques le coche dans le Money Time, pour moi, ça fait tâche. Là où je trouve que c'est très dommage, surtout pour les joueurs de l'équipe de Monaco qui ont joué hier, c'est qu'il n'y a pas Mike James. Il n'y a pas Mike James pendant 3 matchs. C'est l'occasion Suspendu, de montrer, on le rappelle, voilà, suspendu 3 après rencontres. C'était le seul qui est d'ailleurs il n'y avait aucun joueur au repos hier. Exactement. Après son comportement au Mans, il a été suspendu 3 matchs. Donc c'était un peu l'occasion de montrer qu'on pouvait faire sans lui, assumer les fins de match, le money time, etc. Ils l'ont pas fait. Ça, et Lille l'a dommage. montré en tout cas. Oui, il l'a montré, oui et non, parce que malgré son super match, il met 28 points, je crois. Il rate quand même ce dernier shoot, parce qu'il y a un dernier shoot, il est très compliqué, mais bon, voilà. Mais voilà, c'était l'occasion de montrer que sans Mike James, on était capable de gagner un match de haut niveau. J'aimerais bien faire une petite mention quand même. Il y a eu des joueurs satisfaisants sur cette rencontre. Mirotic qui revient bien ces derniers temps, qui a été très efficace à 3 points. Et moi, je trouve que Yohan Makoundou, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est très intéressant. Ouais, il avait été très bon déjà quand il était revenu de blessure, où il avait joué 15 minutes. Et de mémoire, il avait réussi à marquer 14 points. On l'avait vu grappiller quelques précieuses secondes, quelques minutes en Euroleague dans la foulée. Il n'est pas vraiment utilisé en Euroleague. Pas encore. Pas encore, ouais. Et en Betclic Elite, pourtant, il donne vraiment satisfaction. Je trouve qu'à ce poste 4, il apporte vraiment quelque chose. Et c'est top pour Vasilis Spanoulis de pouvoir compter sur Yohan Makoundou à ce niveau-là. Tu sens quand même, on ne l'a pas encore évalué, on ne l'a pas encore vraiment vu... ce dont il est capable d'apporter en Euroleague, mais en tout cas en Betclic Elite, il donne réellement satisfaction. Il est largement au-dessus du niveau en termes d'intensité, de physique, de combativité, et puis même de temps en temps, il arrive. Il est juste, moi je le trouve juste. Oui, il a progressé sur son shoot. Non, il est très bien, Makoundou. On va revenir donc sur la rencontre d'Euroleague contre l'Asvel. Messieurs, ça s'est quand même beaucoup mieux passé que hier face à Bourg avec cette victoire 84-52 contre une équipe de l'Asvel qui était en manque d'inspiration, avec énormément de déchets au tir. Il n'y avait rien qui allait sur cette équipe de Villeurbanne finalement ce soir-là, Ben. Non, ça a été un long naufrage. C'était un très long naufrage. Il est difficile à lire ce match. Oui, difficile à lire. Ils ont pas mis un shoot pendant quasiment 28 ou 29 minutes. 0 sur Yohan Le Dira, 28. 0 sur 18 0 sur 18, voilà, 0 sur 18 pendant 29 minutes. Ça a été une gabegie d'adresse. Alors, ils ont un tout petit peu existé à un moment donné grâce au robot offensif, mais quand on rate autant de tirs, il y a énormément de rebonds, donc c'est des choses qui s'expliquent aussi. Voilà, moi, Toutes les stats sont biaisées, en fait. Oui, non, mais c'était catastrophique. Et la seule petite éclaircie du côté Villeurbanais, d'après moi, c'est le retour de Thomas Hurtel sur les parquets. Voilà, c'est un petit événement, ça faisait 7 ou 8 mois qu'il n'avait pas joué. International français, le retour dans le championnat de France. Il a fait 2-3 trucs offensivement. On a vu qu'il était encore capable d'apporter. Défensivement, il va falloir qu'il se remette aussi un petit peu parce que ça a été compliqué, notamment sur Mike James. Mais ça a été un long match. La rare éclaircie de ce match côté Asvel.
C'est d'ailleurs lui qui stoppe l'hémorragie et qui Exactement. permet de mettre cette flèche. Donc à ce moment-là, il bascule à 1 sur 19. Mais voilà, Thomas Hurtel, il revenait de cette blessure au ménisque. Ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas foulé les parquets. Donc on pouvait difficilement en attendre mieux, même si on sait que c'est un super scoreur et un joueur capable d'apporter vraiment sa patte à l'édifice de par les points qu'il arrive à marquer. Voilà, ça a été malheureusement la rare éclaircie du côté de LDLC Arena, je vais y arriver, parce que pour le reste, l'adresse, c'est très compliqué. Je ne sais pas si on va avoir le temps de regarder un petit peu les stats, mais il termine à 2 sur 25, me semble-t-il, de mémoire. 2 sur 25, oui. Ce qui prouve à quel point ça a été un non-match. Voilà, moi je le disais en début d'émission, on s'attendait à plus d'adversité. On aurait aimé... après les 2 revers à Belgrade, après cette double week qui s'était mal passée pour la Roca Team, on aurait aimé pouvoir les jauger. Malheureusement, ça n'a pas été l'occasion. Il y a eu un vrai non-match de l'Asvel. Ils ont proposé beaucoup trop peu de choses. Monaco à aucun moment n'a été poussé dans leurs limites. Sans sortir le grand jeu, ils terminent avec 32 points d'avance. C'est dire, ça en dit long sur le match, sur ce match-là. Et voilà, il a manqué beaucoup trop de choses pour qu'on ait un match de haut niveau, un match d'Euroleague, un derby entre deux équipes françaises. Et tu le disais, 32 points, c'est un record donc pour Monaco en Euroleague, cet écart. 52 points encaissés, c'est également un record. Ils n'avaient jamais encaissé aussi peu. Ils avaient encaissé 60 points contre l'Olympiakos au classement défensif. Il y a 2 ans, exactement. Et puis, encore un record sur ce match, les 18 interceptions effectuées. Voilà, nombreuses pertes de balles de la 18 interceptions, c'est monstrueux. Il y a eu 23 pertes de balles du côté de l'Asvel. Honnêtement, ça veut dire que sur les 23 pertes de balles, il y en a 18 qui sont des interceptions. Ça veut dire quasiment contre-attaque à chaque fois. C'est pas des marchés ou des balles en touche. Interception. Ce qui est assez dingue dans ce match-là, c'est que j'y reviens, mais tu sens à aucun moment que Monaco a eu à élever son niveau de jeu. Ils ont joué un peu dans leur charentaise, un peu dans leur fait l'écart. Complètement. Ils ont joué un peu dans leur charentaise, dans leur brouillon. On a senti dans leur chausson. On a senti que c'était un match brouillon dès le départ, dès le premier quart-temps avec les pertes de balles, parce que Monaco, pour le coup, l'adresse à 3 points, elle n'est pas non plus fameuse. Hein. C'est dans la continuité de ce qu'ils avaient proposé contre le Partizan, où ils étaient à 24%. Mais voilà, ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour marcher, pour dérouler contre l'Asvel. Oui, parce qu'en face, il y a une équipe qui s'est entêtée quand même à 3 points, Ben, qui voulait vraiment les rentrer et ça ne rentrait pas. Non, mais c'était un match de... Honnêtement, on regarde ce match-là au mois d'août, on pense que c'est un match de pré-saison, un match de préparation sans enjeu. Non, mais c'était quand même... C'était très particulier. On écoutait Laurent et Colin aux commentaires. Au bout d'un moment, ils ne savaient plus quoi dire. Ils avaient envie de rendre l'antenne, je crois. Mais non, c'était très dur, très dur. Même à regarder, c'était très dur. Ouais, j'allais dire, on a un peu peine pour cette équipe, parce que 52 points à domicile, quand tu vois la salle, malheureusement, se désemplir à la fin du 3e quart-temps, tu sens que les 10 dernières minutes vont être très longues pour cette équipe. Nous, on a fait l'après-match ensemble, Mathieu, avec Laurent, et on a essayé de mettre l'accent peut-être sur... un peu plus sur la non-performance de l'Asvel que sur la performance de Monaco. Voilà, le constat, il est là. C'est que Monaco, à aucun moment dans ce match-là, n'a eu à réellement forcer son talent. Ça a été un match tranquille. Et Monaco qui poursuit donc sa série de victoires contre l'Asvel en 9 confrontations. Monaco a remporté les 8 victoires consécutives contre l'Asvel en Euroleague. C'est la seule défaite, et c'était la dernière. C'était lors de leur première confrontation en 2021, et une victoire de justesse de l'Asvel, 84-85. Voilà, Monaco qui a à cœur de on connaît sortir les muscles face aux adversaires du championnat de France. On connaît cette rivalité, ils ont envie de s'imposer. Paris aussi maintenant. Oui, c'est un petit peu plus dur. On sait que là, par contre, l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué contre Paris. Il y a Le Mans aussi qui a fait un peu office de bête noire la saison passée. Cette année, ça va mieux. Mais non, contre l'Asvel, tout se passe bien pour Monaco. Je faisais le parallèle, je crois que c'est il y a 3 semaines, on avait parlé du derby entre le Real et le Barça. On avait dit que le Barça n'arrivait plus à gagner face à cette équipe.
Là, on se rend bien compte que c'est un peu le cas aussi. C'est censé être un derby, un match un peu bouillant entre deux équipes françaises. Et deux locomotives de notre championnat. Complètement. Alors, il y a Paris maintenant qui s'est un petit peu greffé à ces deux équipes-là. Mais c'est vrai qu'on attendait à avoir un vrai spectacle. On l'avait eu en Betclic Elite. Ça avait été un super match. On avait vu aussi le petit Adam Tamna, qui n'a pratiquement pas joué. Alors c'est peut-être un cran au-dessus, c'est peut-être aussi difficile de le lancer dans ce genre de match. Mais voilà, on a senti l'Asvel dans l'incapacité de retourner la table. Au retour des vestiaires, tu te dis, mais à un moment donné, ils vont peut-être à l'ego, avec l'appui du public, peut-être essayer de se bouger un petit peu. Non, ils n'ont pas réussi à le faire. La faute à un manque d'adresse, la faute à un manque de tout. De tout. Ça ressemble presque au match des Sharks la veille contre La Rochelle, avec un écart qui a été fait et qui a jamais été comblé. Non, pour revenir peut-être sur les performances individuelles, parce qu'il y a quand même une performance collective de la part de Monaco, avec, on l'avait vu, des évals qui sont plutôt homogènes dans l'effectif, où chacun a apporté à la marque, à la passe, au rebond, et notamment Jérôme Blossom Game qui a pris ses 10 rebonds là, sur la rencontre, et qui fait un bon match. Donc 4 offensifs. Non, mais ça a permis à Spanoulis de faire tourner surtout. C'est-à-dire que sur le dernier quart-temps, on a vu Makoundou, on a vu Nedovic, on a vu Bégarin. Donc voilà, ça lui a permis de faire tourner. On aurait espéré du coup pour avoir cette victoire contre Bourg, mais du coup c'était pas le cas. Mais oui, non, c'était un match revu d'effectifs, pas de blessés. On va gagner notre match d'Euroleague, on se relance, on reste au contact du panier du top 6 en Euroleague, top 6-7. Et on rentre à la maison. C'est mine de rien le genre de match que doit adorer Vassilis Spanoulis, oui. lui qui s'est plaint un petit peu de la gestion du calendrier, des risques de blessures, etc., etc. On va avoir le temps d'aborder le sujet. Là, pour le coup, tu fais tourner ton roster tu fais jouer tes grands joueurs, tes meilleurs joueurs pendant 30 minutes. Et puis après, bon, tu peux tranquillement faire jouer les seconds couteaux. Ça doit lui faire du bien, pouvoir reposer un petit peu les têtes de gondole. Tu fais bien de parler de Vassilis Spanoulis. Johan, il a justement parlé du calendrier encore en conférence de presse après la rencontre contre l'Asvel. It's our fifth game on the road. From last 6 games, it's our 5th game on the road. So it's not easy. Also mentally, it's November, and like player, even if you love basketball, and sometimes it's mentally to watch video, different team every time, and it's still November. So it's not easy. Not only for our team, for every team. This is the schedule. This is the program. This is our life. So we have to adjust, and we have as the year is going, and we have to stay consistent and to keep improving. Un peu moins dur, un peu moins percutant que lors du point presse à la salle Gaston Médecin, où il avait été un peu plus colère, on va dire, le sélectionneur. Je vous le confirme. Le sélectionneur grec. Les amis, Ben, oui, un joueur à mettre en avant cette semaine, qui a brillé notamment hier avec un match incroyable, c'est Eli Okobo. Oui, c'est ça. J'hésitais avec Jérôme Blossomgen, avec sa performance avec 10 rebonds, mais Eli Okobo a été très bon contre l'Asvel, notamment sur le début de match où il permet de prendre cet écart-là. Et ensuite, hier, il a eu des shoots de très haut niveau. C'est lui qui a été le plus constant sur cette 10 semaine. sur 13 à 2 points hier. Oui, il a été au niveau, pas où on l'attend, parce qu'il ne peut pas être tout le temps à ce niveau-là, mais c'est le niveau... On aimerait. Oui, après, à ce moment-là... On aimerait voir régulièrement... voilà, plus souvent, on va dire, plus souvent, notamment depuis le début autour de des saison. 20 dévals. Oui, voilà. On aimerait l'avoir à ce niveau-là plus régulièrement, ça c'est sûr. Et là, il l'a été, donc je voulais insister là-dessus. Yo, un petit mot sur Eli ? Oui, moi, vous savez que c'est un joueur que j'aime beaucoup, parce qu'on peut effectivement lui reprocher pas mal de choses à Eli Okobo, mais moi je trouve qu'il se cache rarement. Je trouve que quand même il tente des choses. Alors il a cette faculté à pouvoir provoquer en 1 contre 1, à amener cette qualité de dribble avec cette main gauche. Il prend des shoots extérieurs, il prend des shoots à mi-distance. Je trouve qu'il est quand même capable de faire énormément de choses. C'est le parfait relais de Mike James. Il peut aussi jouer avec Matthew Strazel. Il peut apporter cette capacité aussi à faire briller les autres, les fameuses Okoball. Donc voilà, c'est un joueur que je trouve complet, et quand il est bien dans ses baskets, ça donne ce type de rencontre, et ça fait plaisir à voir, parce que c'est un joueur quand même qui a 27 ans, qui n'est pas très très loin de son prime, en tout cas de l'âge de la maturité, et il est en train petit à petit de monter en régime dans cette saison.
Et voilà, j'espère qu'il pourra donner toute la quintessence de son talent parce que c'est quand même un joueur exceptionnel. Messieurs, on parle de l'Asvel, et bien ça tombe bien puisqu'il y a un ancien joueur de l'Asvel que je crois que tu connais très bien, Ben, qui est du côté de Grande Canaria maintenant, qui s'appelle Andrew Albici, que Sylvie Ferreira est allée rencontrer et qui avait une question pour toi. Je te propose de regarder dans l'écran. Alors Ben, petite question. Comment ça se passe ta vie de retraité avec ta nouvelle famille? Qu'est-ce que je sais que ça a grandi, donc comment tu arrives à combiner les deux? Oui, la vie de retraité, on s'y fait. Voilà, c'est sûr que c'est un gros changement de passer du côté joueur au côté entraîneur. Mais du coup, sur le planning et le calendrier, les déplacements, ça n'a pas changé énormément. Puis bon, oui, ça, la famille à la maison, c'est sûr que quand on a un petit enfant de 4 mois, c'est un peu agité, mais on s'accroche et ça va. On trouve du temps pour tout. On essaye, on essaye. Andrew Albici que vous pourrez retrouver très prochainement en entretien dans sa match. On vous diffusera évidemment un extrait aussi dans Rocasphère, lui qui a de nombreuses sélections en équipe de France. Andrew Albici, donc du côté de Grande Canaria. Désormais, messieurs, je crois qu'il est temps de prendre un petit temps mort tactique. Retour de la palette, et aujourd'hui, on ne va pas parler de Monaco, on va plutôt s'intéresser aux adversaires, Johan. Et oui Mathieu, aujourd'hui on va s'intéresser à l'étoile rouge de Sacha Obradovic, l'ancien coach de l'AS Monaco qui connaît parfaitement cette équipe pour l'avoir coaché. Eh bien, il a réussi à contrecarrer les plans de Vasilis Spanoulis et notamment l'influence de Mike James et d'Eli Okobo. Oui, exactement. C'était intéressant de voir ce qu'Obradovic allait proposer face à son ancienne équipe. On sait qu'il connaît très bien Mike James, Eli Okobo et ce collectif monégasque. Donc lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi une défense de switch dans ce dernier quart-temps. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est aussi une défense sur laquelle Monaco avait buté la saison passée en finale de l'Euroleague contre le Fener. Donc on va voir sur ces deux situations. La première, ça va être avec Eli Okobo. Il va aller récupérer cette balle et au moment de l'écran, vous allez voir le changement, pouvoir faire pause au moment de l'écran. Voilà, si on peut. Bon, le changement va être opéré. Là, du coup, le défenseur de Daniel Theis, il va se retrouver sur Eli Okobo, un grand sur un petit et un petit sur un grand. Daniel Theis, intelligemment, il va descendre au poste bas, là où il va pouvoir profiter de sa taille, essayer du moins de profiter de sa taille sur un adversaire plus petit. Et on va pouvoir laisser dérouler la situation et on va regarder l'attitude de Kalinic ici. Vous allez voir ce qu'il va faire. Intelligemment, tout de suite, hop, stop, merci. Il va venir se mettre dans l'espace. 2 contre 1, Eli Okobo, il se retrouve avec la balle avec 2 défenseurs face à lui. Quelle situation se propose? Éventuellement le relais avec Alpha Diallo qui va pouvoir trouver un intervalle ici. Ou un autre relais avec ici, c'est celui que j'aurais aimé voir, moi, humblement, hein, avec Mathieu Strazel pour venir trouver, regardez la position de Daniel Theis. Il a pris la position face à un défenseur qui a peut-être 15 kilos de moins que lui. Voilà, essayer de trouver cette position préférentielle. Eli Okobo, il va essayer de faire le choix par lui-même, une passe avec un angle très compliqué. La balle est touchée et l'action monégasque enrouée. Il joue contre nature, il est forcé à jouer contre nature. Exactement, on lui force à lâcher la balle, on le force à se sortir du collectif en impliquant ses coéquipiers. Et sur cette deuxième action, là, ça va être encore plus criant. Vous allez voir Mike James qui va récupérer cette balle. Bon, là, c'est un écran petit, ça change. Mais encore une fois, regardez ici Kalinic, ce qu'il va faire. Kalinic, voilà, stop, merci. Il va totalement abandonner Alpha Diallo ici, tout seul. Voilà, il est tout seul, on l'abandonne. Il reste 9 secondes à jouer, on a le temps. Mike James, il aurait très bien pu le trouver. Alors certes, Kalinic, il vient sur la ligne de passe, il vient l'embêter, mais on aurait pu le trouver. Il va même, je crois, faire une coupe, venir dans cette zone-là. Et voilà, ce que voulait la défense, ce que voulait Obradovic, c'était le forcer à faire une passe ou à prendre un shoot très compliqué. Et c'est ce que Mike James il va faire. Regardez ce shoot à 1 contre 2. Alors il est capable de le mettre, on connaît son talent. Mais c'est un peu joué, comme tu l'as dit, à contre-courant. Et puis c'est surtout aussi peut-être frustrer tous ses coéquipiers qui ne voient pas le ballon pendant ce temps-là et qui sont tout seuls et qui sont spectateurs de Mike James. La clé, c'est peut-être de mettre un géant, un profil de Nikola Kalinic et de faire cette prise à 2 pour essayer de contrecarrer les plans, l'influence de Eli Okobo et Mike James. Oui, en fait, ils veulent leur enlever le ballon des mains, ils veulent leur enlever leur influence et les forcer à impliquer les autres dans le collectif. Puis là, Eli, il a voulu le faire. Eli, il a voulu faire une passe. Peut-être ça aurait été plus simple de trouver un relais, avoir des angles différents.
Mais Mike James, lui, il a voulu shooter sur 2 défenseurs. Cette fois-ci, quand il a raté, quand on marque, on dit bravo à lui, mais de temps en temps, ça rate. Mais donc là, la clé, c'est d'aller presser Monaco fort pour les obliger à jouer rapidement, en fait. Alors, en fait, le but À prendre une décision rapide, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Le but d'une défense de switch aussi, c'est de friser, de geler tout ce qui se passe, de ne pas créer de décalage. Donc en fait, les arrières monégasques se retrouvent avec le ballon sans solution directe du moins, et forcés soit de forcer une attaque, ou peut-être, moi je pense que la solution, c'est d'impliquer les coéquipiers, de se retirer un petit peu du jeu et d'attendre que ça vienne à eux. Les amis, je vous propose qu'on reste à Belgrade et en compagnie de Sacha Obradovic. Sylvie Ferreira et Anthony Casal étaient du déplacement à Belgrade. Ils ont rencontré l'ancien coach de Monaco, de la Roca Team, avant leur confrontation en Euroleague. Obradovic est revenu sur l'après-Monaco et puis sur son arrivée du côté de l'Étoile Rouge qu'il espère bien amener le plus loin possible cette saison. Entretien monté par Laurent Lopopolo. Coach, firstly, how are you? How have you been since then? I think the break makes me really good. In the beginning, I was a bit I would say frustrated by the decision, but with the time, honestly, I found some joy, and I didn't do the things what I usually don't do. Like to travel, to meet people, like to use many free moments, like to talk to my family, so if I have to repeat like all this period, probably would be really hard, like to really flash back and understand where I've been, but also like it was a combination with preparing, working for what is coming, and now I'm here. What did you do during that break? Did you also watch the games of Monaco, the Final Four? Yes, I watch everything. I was in the Final Four, like also I was there, traveling and watching, like playoff games in Madrid, in Athens, being in Dubai, like many places. Really, I cannot repeat all. Sometimes, like especially on the EuroLeague level, when you have, so many trips and so many games, it's definitely must have, break. In Monaco, with the French league, with everything, we had the most games, like in all Europe. With this must win every game, the pressure grows, with the years. As I said, I really did, good things, for me, physically, mentally, preparing, for what is coming, the way I wanna, like think, behave, approach the things, like all this, like modified in this period. When they qualified for the final, how did you react? Tactic part, like of chemistry, part of, growing with them, like actually systems, you have to feel part of this, It was not every time easy, like here, because in one moment you always think that, this belongs to you. Then you had that opportunity with Red Star. How did you react when you had this opportunity to coach? I didn't think too much because it's completely different, like situation comparing the first time I've been here, because it was Corona, no fans, and actually not the strongest team. Now we have, really potential to build up something, serious. We have, like the good roster, I would say now with a lot of injuries, but still good individuals, good people, and really looking forward to see the full roster, like the way I'm going to handle this moment, of course. Minus, if I'm not mistaken, 6-7 players in rotation, and who's supposed to have, their role. It looks scary, for the future, but, I get used to this, like I get used to
some kind of reactions, like I have to react, like on the momentum, the situations which like the different situations giving me. But I'm not afraid. I think like the experience I learned, like also from the previous 20 some years, like could be crucial, like in having, like a good, let's say, communication with the guys. You grew up here in Serbia. What does this represent? Is it even more special to be on that bench, on that side? Definitely, I grew up, like here. It's like a special emotion, like really, I mean, I know how I feel when everything is done and gone, like here. When I get back home, I reflect, like those, let's say, good moments get me, on the another level of, joy, let's say. But as I said, one is the job, which you have to do, let's say, without emotion, very professional, disciplined, dedicated. There are some free time when you think about, like how much people loves you here. I really enjoy this. As I said, like one thing is winning something with foreigner team. Another thing is, like winning something, like important with your home. I do everything, like to do my best, like and heading to the big goals. But I'm not going to be disappointed if I'm not reach it, because it's 100% that I cannot give more. So a special emotion exists, like somewhere in the middle of my heart, but the rest mind has to be really clear. What's your objective this season? Last year they were in play-in, like the situation, but they never had any win in playoff. Playoff, like definitely should be the target. We have, like let's say potential, like to do really a lot. But the things are okay. It depends from many things. In this moment, we are not in the best moment, with injuries, like many other teams, and that can change. Like when we get back, like actually. Starting lineup, when you talk about who we missed, I think more quality and more expectations. The way we handle this, like the way we, I mean, put everybody in a good important role, it's okay, key for success. Did you speak with the players? Did you evoke like all the objectives? Yes, I put all the time, like in Monaco, I put, Final Four objective, and that's it, like we have a big goals, we should not escape from big goals. We should mention this, like we should have a high criteria of what we are doing, never giving up, like and like work on and think about day by day how to improve. You're facing Monaco tonight. How special is it? It's special, but also it's special. It was special when I started the job, like here. For me, it's like was really emotional, which I never show emotion. Same thing, will be with Monaco. I really left, like the really best memories, like from the city, from the people, like here. Even now, I really feel like being, part of Monaco. I think, like I left, a certain mark. I did everything, and I hope I succeed, like to leave a good impression as a man, as a friend, as someone, like people like. From the moment, I've been as a player and as a coach was the most important. Actually, this is everywhere I go, it's the same, like I always left the door open for everything what can come in the future. I miss, like the coffee, like in my favorite place. When I finish this in June, I hope, like first destination is there. Monaco. Yes. Avant de revenir sur Sacha Obradovic, un petit mea culpa, j'ai envoyé Andrew Albici du côté de l'Asvel alors qu'il n'y a jamais joué, il a joué plutôt du côté de Paris, il a joué en compagnie des joueurs de l'Asvel, Nando De Colo et Thomas Hurtel en équipe de France, mais voilà, il était plutôt passé du côté de Paris. Mea culpa, Andrew, tu m'en voudras pas. Les amis, un petit mot peut-être, Yohan, sur ce qu'on a entendu là de Sacha Obradovic, notamment la fin de l'entretien avec sa relation avec Monaco, lui, la patte Obradovic sur le basket à Monaco, elle est présente. Ouais, il a laissé un bel héritage. On va quand même rappeler qu'il permet à l'AS Monaco de remporter ses 2 premiers titres de champion de France.
où l'Asvel était resté sur 3 années à le remporter. Donc voilà, il arrive en 2021, si je ne dis pas de bêtises, 2021-2022, et 2022-2023, 2023-2024, ils sont champions de France. Il y a une Coupe de France aussi. Donc il a permis aussi à cette équipe de se dimensionner à un échelon supérieur. Ça a été des belles années pour Sacha Obradovic en principauté. On va, messieurs, passer tout de suite au dernier carton. Monaco revient enfin à la salle Gaston Médecin cette semaine après 4 déplacements consécutifs en Euroleague et après près d'un mois après le dernier match à domicile, c'était contre le Panathinaikos. Monaco va recevoir l'Anadolu Efes Istanbul. Cette semaine, ce sera mercredi soir. L'Anadolu qui sort d'une victoire de justesse contre le Barça 74-73, 15e d'Euroleague. Cette équipe de l'Anadolu Efes Istanbul qui faisait partie peut-être de nos équipes chouchous avant le début de la saison. Une équipe qui était décimée par les blessures. On va vous le montrer tout à l'heure avec une infographie avec tous les joueurs manquants. Voilà, une équipe Décimée, qui a eu un début de saison forcément très compliqué, crise de résultats, mais une équipe dont Monaco va devoir se méfier parce que ça reste une équipe de qualité, Ben. Oui, et puis il reste sur 2 victoires contre le Bayern et contre le Barça. Voilà, ils sont décimés par les blessures, mais ils ont des joueurs de très haut niveau. Et puis ils ont dans leur effectif, bon, il y en a 2 qui sont blessés, mais il y a quand même 4 Français. Pour ça, Rodrigue Bobois, Vincent Poirier, Isaiah Cordigné et Brice Dessert. Voilà, c'est une équipe qui n'est pas à sa place très clairement. Alors il y a des explications, les blessures, oui. Mais attention, parce qu'ils ne reviennent pas trop mal, même s'ils ont perdu en championnat ce week-end contre Tofas. Ils ont quand même battu le Barça et le Bayern. Donc ça va être encore un test à Gaston Médecin pour cette équipe monégasque qui va encore devoir se rattraper après une défaite, on vient de le dire, contre Bourg. Donc on les attend au tournant, mais ça va être un match très, très sympa. On voit la cascade de blessures là dans l'infographie, messieurs, avec voilà, on parlait de Rodrigue Bobois, donc Yilmaz Dozier et surtout celle qui fait très mal, c'est l'absence de Shane Larkin, le meneur de jeu turc, finaliste de l'Eurobasket avec la Turquie, et l'absence de Poirier aussi depuis le début de saison qui fait très mal. L'équipe de France, hein, c'est voilà, depuis l'équipe de France. Yorios Papagiannis qui évolue à Monaco la saison dernière, qui malheureusement lui s'est fait le genou et qui ne rejouera pas de la saison avec cette équipe d'Istanbul. Donc voilà, c'est très compliqué ce début de saison pour ce nouveau coach, Igor Kokoskov, qui débarque en Euroleague, qui a une expérience surtout d'assistant coach, Ben, Johan. Voilà, il va falloir quand même se méfier de cette équipe. On n'a pas encore vu le roster, on va le montrer dans quelques instants. Moi, j'adore. Attention, c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, plus de 32 rebonds de moyenne en Euroleague. On le sait. Contre Monaco, quand on prend des rebonds, c'est plutôt bon normalement. Non, mais c'est une super équipe. Franchement, l'effectif, il est vraiment très très beau. Quand tu as des joueurs comme Isaiah Cordigné, pour ne citer que lui. Mais moi, pour juste s'intéresser... Jordan Lloyd, le retour. Ouais, Jordan Lloyd, ouais. Bon, après, Jordan Lloyd, il est dans la continuité de ce qu'il faisait à Monaco. C'est un peu les montagnes russes. Ouais. Il est dans ses 10 points de moyenne, il est dans ses 3-4 passes de moyenne. Il va avoir à cœur de faire un peu comme ce qu'il a fait cet été avec la Pologne. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce qui est intéressant, c'est si on s'intéresse au poste 4, au poste 5, ils ont perdu Papagiannis. Moi, je trouve qu'il y a un petit déficit de taille dans cette équipe. Il y a le Kay Jones qui est là pour... bon, il rend service de temps en temps. Brice Dessert, il a joué 4 matchs. C'est pareil, il rend service, mais il découvre ce niveau l'Euroleague, tout ce que ça peut impliquer. Il a joué 4 matchs en 13 journées. Donc finalement, il y a Osmani... Poste 4, ils sont bons. Ouais, il y a le Roland Smith qui est pas mal, Osmani qui son sens du déplacement, ce profil scoreur aussi. Finaliste de l'Eurobasket lui aussi avec la Turquie. Ouais, donc là ça va être un bon combat, mais c'est un peu comme Monaco, il y a un déficit de taille au poste 5, il leur manque, bon évidemment, Papagiannis qui est pas là, Vincent Poirier qui est pas là, donc ça fait quand même... ça fait quand même deux. Dans la raquette, ça fait quand même deux bons bébés en moins. Mais 4,50 m à peu près. Cumulé, ça fait 4,50 m à peu près. Mais c'est un peu comme Monaco, c'est la ligne arrière qui fait peur. Cordigné qui termine à 26 points là, contre le Barça, qui commence à réaligner des performances de haut niveau. Ils ont une ligne... il leur manque Shane Larkin.
son expérience. Qui est un des tout meilleurs joueurs de deux fois titré, hein. de l'Euroleague, et 2 fois titré avec cette équipe de l'Anadolu Efes. Alors évidemment, il y a Cordigné qui est beaucoup mieux aussi, qui a eu des débuts un petit peu compliqués. C'est normal quand on arrive dans une nouvelle équipe. Mais il y a ce joueur dont va falloir évidemment se méfier, Ben, le meilleur défenseur de la saison dernière, le meilleur intercepteur de l'Euroleague, un joueur qui sait tout faire. Oui, monsieur propre, là on le voit, voilà, quasiment 10 points, des gros pourcentages à 3 points, plus de 4 passes, des rebonds, une évaluation largement supérieure au nombre de points. Donc ça c'est un peu un barème, quelque chose pour voir un petit peu quand un joueur met 12-13 points mais que son éval est à 8-9, c'est-à-dire qu'il y a du déchet. Là c'est très très propre, on connaît aussi son implication du côté défensif du terrain. Donc voilà, on va voir, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va aller sur Mike James assez rapidement. Il est vraiment dans la continuité de ce qu'il faisait au Bayern, lui, par contre. Ouais. Bon, quand on voit ça, 42% à 3 points, c'est solide. Hein. Il est dans le top 15 des meilleurs shooters à 3 points. C'est une gâchette. Hein. C'est un mec qui est quand même capable de prendre feu à tout moment. Et puis, quand tu parles de défenseurs en Euroleague, les références, ça va être Grant du Pana, Weiler Bab, évidemment Alpha Diallo. Donc il va y avoir ce match dans le match entre Alpha Diallo et Weiler Bab. On aime bien ça un peu. Je suis pas sûr qu'ils se retrouvent l'un contre l'autre beaucoup. Non. Mais non, il va surtout aller sur Eli Okobo ou Mike James, je pense. Messieurs, on va faire un petit tour des résultats de cette 12e journée d'Euroleague. On n'avait pas pu le faire l'autre soir puisque Monaco avait joué en ouverture de la 12e journée. Et donc parmi les résultats, la victoire en patron par exemple du Pana face à Dubaï, tout comme celle de l'Hapoel Tel Aviv à Milan. Le Real qui s'offre Kaunas, match incroyable avec un 4e quart-temps et un finish à suspense. Si vous avez l'occasion de voir le replay de cette rencontre, ça vaut les tours avec, oui, j'aime beaucoup Sylvain Francisco, c'est mon petit chouchou, c'est comme ça. Paris qui s'incline également au Pirée contre l'Olympiakos. Et puis on peut aussi noter la belle victoire de Valence encore face à l'Étoile Rouge qui était à l'extérieur pour le coup, évidemment. Et ça va continuer comme ça pendant un petit moment pour eux. Je prends note de ce que tu dis. Non, pas les défaites, hein, les déplacements. Mais mouille-toi un peu les défaites. Allez, on fait un petit point donc sur le classement avec l'Hapoel qui se retrouve donc seul en tête de cette Euroleague. À la 2e place à égalité, l'Olympiakos, l'Étoile Rouge et le Pana. Suivent ensuite à la 5e place Kaunas, Monaco, Valence, Fenerbahçe et le Barça. Le Real qui complète donc ce top 10 à égalité avec Milan et la Virtus. Paris est juste derrière. Et puis vous le voyez en bas de classement, Baskonia s'est décroché de cette dernière place. Il n'y a plus que le Maccabi et l'Asvel qui se départagent ces 2 dernières places. On conclut, vous en avez l'habitude, avec un petit top 5 des meilleures actions de cette 12e journée. Guama, pigiste médical à la base de Shaquille Harrison. Ça c'est dur. Bastien Vautier derrière qui va Russeys, qui est là pour remettre le couvercle. Il avait été contré Mike James. Et c'est une possibilité. On l'a entendu râler Mike James. Partisan fans. Great block shot there by Pavlishevsky. Gets the fans on their feet once more. Ball screen, sends it up! And Totti sends it down! Leonardo Totti! Look out! Parades! Owning the airspace! Motley wants to go at Leday. Allez, on termine avec un mot de Betclic Elite Espoir. Ça fait désormais 6 victoires consécutives pour les jeunes de la Roca Team qui ont écrasé Bourg-en-Bresse 91-66. Vendredi à la salle Gaston Médecin, match maîtrisé de l'équipe de Michael Pivot. L'homme de cette rencontre, c'est le capitaine Zakaria Mechergui. 15 points, 8 rebonds, 9 passes, pas loin du triple-double. 6 interceptions pour 25 dévals. Mention également pour Mantas Lorenzikas à 23 dévals. Monaco est 2e du championnat Espoir en compagnie de Dijon et Nanterre et à une victoire du leader Cholet. Messieurs,
Prochain rendez-vous basket sur TV Monaco, ce sera donc mercredi soir avec cette réception de la Roca Team qui va affronter l'Anadolu Efes Istanbul, coup d'envoi 19h30, prise d'antenne à partir de 19h15 sur la plateforme. Et puis vous en avez l'habitude, après la rencontre, en compagnie de Laurent Ciara, de Johan, on fera cet après-match pour débriefer cette rencontre. Les Colin amis, aussi. Et Colin qui Bourgeat. commente la rencontre, évidemment, on n'oublie pas de citer Colin. Johan, on se voit donc mercredi. Ben, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Laurent Ciara. On va te remettre le patron à côté de toi. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée sur TV Monaco. On se quitte avec le Magic Moment et la petite passe de Mike James pour le alley-oop et le pétard signé Kevarius Hayes. Bonne soirée à toutes et à tous. Qui a perdu encore ce week-end en championnat à domicile. Allez, le alley-oop, c'est showtime pour Kevarius Hayes, l'ancien Villeurbanais.